Parfait. Bonjour, Victoria. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Donc, mon nom est Guy Goulet, je suis un ingénieur géologue gradué de l'École polytechnique de Montréal en 1986. Donc, je suis le président et chef de la direction de Genius Properties. J'ai toujours travaillé dans le secteur minier avec des compagnies d'exploration junior, surtout listées sur la bourse de Toronto. Bonjour, moi je suis Victoria Smagnoto, je travaille chez Ecotech Québec, qui est la grappe des technologies propres du Québec. Et moi je m'occupe de l'international et du rayonnement. My name is John Booth. I was originally a biologist, then a lawyer, and an investment banker for many years, then a fund manager. I sit on the board of Genius with Monsieur Goulet. Bonjour à tous. Saviez-vous que la réputation de votre entreprise dépend en grande partie de vos politiques en développement durable? En effet, selon une récente étude menée sur 230 entreprises et publiée dans le magazine Forbes, c'est 43 % de votre réputation qui en dépend. Ainsi, notre firme est là pour vous afin de vous aider à faire des actions concrètes qui vous permettront d'être à la fois rentable et durable tout en maximisant votre image. Voici notre équipe. Maxime Charbonneau, expert de l'aspect social du développement durable. Léane Poirier, expert de l'environnement du développement durable. Kate Godbout, expert de l'aspect économique du développement durable. Ensemble, nous sommes Triple Solutions, vos 3 piliers vers un environnement durable. Donc, lors de notre dernière rencontre, vous nous avez mandaté afin de proposer un plan d'action qui pourrait contribuer à apaiser les nuisances que vous vivez, les nuisances environnementales. Puis, vous nous avez mandaté de proposer une stratégie vous permettant de vous démarquer des autres entreprises du secteur minier. Sans plus attendre, le plan de la présentation. Donc d'abord, nous allons vous présenter les critères que nous avons utilisés pour enligner notre stratégie. Ensuite, nous vous présentons le diagnostic. Dans le fond, c'est le contexte dans lequel votre entreprise évolue, mais selon les 3 aspects du développement durable. Suite au diagnostic, nous allons vous présenter les critères de décision. Donc, dans le fond, les critères que nous avons pris en compte afin d'enligner notre stratégie. Donc, dans le fond, la stratégie va répondre à quels critères. Ensuite, on va proposer la stratégie que nous avons trouvée. Ensuite, nous allons vous présenter les risques qui sont associés, comment les gérer, comment les diminuer, ainsi que le plan de la mise en œuvre, donc toutes les actions que vous allez devoir prendre en compte afin de mettre en œuvre la stratégie. Nous allons vous présenter le budget ainsi que les indicateurs de performance pour arriver à faire un suivi. Donc, les trois objectifs qui ont été retenus suite à notre rencontre. Donc, d'abord, améliorer la confiance. Ça comporte... Améliorer la confiance, c'est selon tous les acteurs. Ensuite, améliorer les conditions de vie pour la communauté locale, ainsi que pallier à la contamination. Donc, ça, c'est le volet environnemental. Donc, diminuer les impacts environnementaux auprès de la population. Le diagnostic des enjeux, comme je l'ai dit, c'est selon les trois aspects du développement durable. Donc, du côté environnemental, nous avons trouvé qu'il y avait les matériaux volatiles. Donc, pour le plomb, il y a dans l'air, il y a une contamination dans l'air. Donc, ça, c'était une des problématiques. La contamination, on parle de la contamination de l'eau et du sol, ainsi que la pollution visuelle et sonore reliée aux activités. Pour les enjeux sociaux, on a trouvé que dans le fond, la société, la communauté dans laquelle vous avez vos activités, c'est une communauté qui est peu scolarisée, une communauté qui a des problèmes de santé reliés à l'arsenic, reliés au plomb.
c'est une communauté qui est très pauvre. C'est une communauté aussi qui a une méfiance envers votre entreprise. Puis pas juste la communauté, mais aussi la plupart des acteurs, comme on en a déjà discuté, c'est une grande méfiance. Puis aussi, c'est 70 000 non. La population compte 70 000 habitants. Et puis, c'est 70 de ceux-ci qui travaillent, soit dans l'entreprise ou un membre de leur famille travaille dans votre entreprise. Du côté économique, donc on a recensé la fluctuation du marché, donc les prix qui changent. On a remarqué que c'était des problèmes qu'ont connu l'ancienne entreprise qui avait cette parcelle de terrain. Ensuite, la difficulté de recrutement, on a vu que plusieurs employés étaient pris à l'externe alors que vous aviez des objectifs d'aller dans la communauté puis d'engager des gens de la place, des gens locaux. La capitale minière, dans le fond, c'est comment les gens vous voient. C'est 35 du revenu, des impôts sur revenu pour la place vient de l'industrie minière. Donc, vous faites partie un peu de la culture, de la communauté. Puis sinon, l'image de marque, dans le fond, qu'est-ce qu'on essaie de dire ici, c'est que comme l'image en ce moment est un peu négative auprès des partenaires qui ont un problème de confiance, on trouve que c'est en améliorant cette image-là, dans le fond, qu'on va aller chercher des fournisseurs, des investisseurs, etc. Donc, on vous présente ici les critères de décision qui ont permis d'élaborer notre stratégie, notre plan de mise en œuvre. Donc, le premier critère, comme on l'a discuté plus tôt, la confiance. Donc, vraiment de rétablir la confiance que les acteurs ont en vous. Que ce soit le gouvernement, que ce soit la population locale, donc vraiment tous les acteurs qui sont de près ou de loin reliés à votre mine. Par la suite, assurer la satisfaction de ces acteurs-là, donc que les acteurs soient satisfaits des actions que vous allez entreprendre et aussi de la manière dont vous gérez leur environnement social ou environnemental. Par la suite, on a aussi le niveau d'éducation des populations. Comme on l'a dit plus tôt, c'est des populations qui sont peu éduquées et ça serait un peu de se servir un peu de ce faible niveau d'éducation pour les éduquer, pour, dans le fond, pour qu'ils soient plus aptes, soit travailler pour vos mines, donc vraiment les former à ça. Par la suite, on développe aussi l'employabilité de la population. Pourquoi? Donc, on sait que comme c'est des populations qui sont plus pauvres, donc d'un peu développer l'économie locale pour leur permettre de plus subvenir à leurs besoins sans nécessairement dépendre entièrement de la mine. Et finalement, la qualité de l'environnement. Donc, comme on sait, l'environnement est un aspect important du développement durable. Donc, ça va être vraiment de pallier à la contamination des sols, aux matériaux volatiles, comme on l'a expliqué plus tôt. Par la suite, on a développé donc une stratégie en deux axes. Le premier axe, c'est vraiment de développer l'autonomie locale de la population. Et le deuxième axe, ça va être une gestion prioritaire des problématiques liées à l'environnement. Donc, concernant le premier axe, l'autonomie locale, donc ça va être vraiment d'impliquer les populations dans la prise de décision et dans le plan de mise en œuvre qu'on va vouloir établir. Aussi une diversification, de l'économie par l'éducation. Donc, un peu d'éduquer la population et de leur permettre d'augmenter un peu leur capital de connaissances pour leur permettre d'occuper des emplois qui sont plus rémunérateurs pour eux. Par la suite, financer le développement économique local, donc à l'aide de fonds, vraiment d'investir un peu de votre argent dans la population locale afin de, par exemple, partir des compagnies ou partir des projets que la population a. Et finalement, améliorer les droits des travailleurs, donc vraiment les droits, que ce soit les santé et sécurité au travail, que ce soit les droits salariales, donc un peu de jouer là-dessus et donner des conditions plus avantageuses. Et le deuxième axe, qui est la gestion prioritaire des problématiques en environnement. Donc, ça va être vraiment de créer une carte de décontamination, donc de voir un peu quels sols sont contaminés et à quel point, et de vraiment cartographier ces sols-là, tout dans le fond en périphérie de la mine. Par la suite, ça va être de créer des nouveaux espaces urbains, donc que ce soit des espaces urbains, des parcs ou d'autres espaces comme ça dans la ville en tant que telle. Fonder une clinique médicale spécialisée en contamination, donc de former des personnes pour qu'ils soient aptes à aider les personnes qui sont contaminées. Former des équipes de terrain, encore là, former des personnes pour qu'ils soient aptes à analyser les sols ou la qualité de l'air. Traitement prioritaire du plomb. Comme on l'a dit plus tôt, le plomb est un métal qui est extrêmement nocif pour la santé des personnes, donc vraiment de traiter d'une façon plus efficace les résidus de plomb dans la mine. Par la suite, on a la création d'un plan d'exploitation en fonction des vents.
Comme on sait, le plomb est un métal volatile, donc d'adapter un peu le processus de minage du métal en fonction des vents forts ou faibles. Et finalement, la création d'une station de qualité de l'air, donc vraiment un peu évaluer c'est quoi la qualité de l'air et comment on pourrait l'améliorer en fonction vraiment des données qu'on va avoir. Et de respecter la LQE, donc la loi sur la qualité environnementale, comme qu'on a au Québec. Donc, ce plan-là, cette stratégie-là en 2 actes va avoir quelques risques. Le premier risque, ça va être les coûts. Le dépassement des coûts, c'est effectivement un niveau de risque moyen qui peut avoir une probabilité élevée. Pour pallier ce risque, ça va vraiment de faire des actions ciblées, de vraiment comme faire des actions qui sont concrètes, qui vont vraiment aller en fonction de coûts précis et qui vont permettre de pallier aux problèmes qu'on va avoir identifiés. Par la suite, communication, comme on sait qu'on est dans une communauté qui ne peut pas nécessairement parler la même langue que nous, donc ça va être vraiment d'établir une certaine stratégie de communication qui permet de rejoindre le plus de monde de la façon la plus efficace possible. Donc, on a noté que c'est un risque à niveau élevé avec une probabilité élevée. Donc, ça va vraiment de mettre en place une équipe de traduction sur le terrain qui va rechercher le plus de monde avec des médias de communication vraiment plus adaptés. Et aussi, le dernier risque, c'est un mauvais suivi qu'on a noté. Donc, encore là, un niveau élevé, tant de probabilité que de niveau. Donc, ça va vraiment de créer un tableau de bord, un agenda qui permet vraiment de suivre nos actions qu'on va faire et qu'on veut entreprendre par le futur. Maintenant, pour ce qui est du plan mis en œuvre, vous allez exploiter votre site pendant 15 ans. Nous, ce que nous voulons, c'est que la population vous fasse confiance. En ce sens, nous prévoyons que lorsque vous partirez, la population elle pourra être formée. Elle pourra être formée aussi pendant votre exploitation pour subvenir à votre besoin de main-d'œuvre. Donc, pour ce qui est du développement d'autonomie locale, tout d'abord, pour ce qui est de l'implication de la population locale, notre plan est sur 0 à 1 an. Donc, on veut créer une équipe à partir de la population locale. Vraiment des gens de confiance, probablement des aînés qui vont pouvoir aller voir les gens puis savoir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, avec qui on va être en contact. Donc, ça serait de former cette équipe, de recueillir les informations avec cette même équipe qui l'apportera à nos gestionnaires pour évaluer l'information, puis de faire le système de plainte. Dans votre cas que vous avez présenté la semaine dernière, vous avez parlé du système de plainte. Donc, ça serait ces gens-là qui s'occuperaient de les recueillir, les gens de confiance. Par la suite, ce serait de diversifier l'économie locale par l'éducation. Donc, ce serait d'utiliser les écoles qui sont déjà mises en place, d'améliorer les infrastructures, de les agrandir, puis de faire des partenariats avec le gouvernement afin de promouvoir l'éducation, puis encore là, de faire les infrastructures. Donc, on établirait des programmes de formation clés. Des programmes de formation, par exemple, dans le domaine minier, mais également dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, pour vraiment encourager le développement de la communauté locale. Par la suite, ce serait de financer le développement de l'économie locale, et ce, par le biais de petites entreprises, par exemple. Ceux qui veulent se faire un commerce, un dépanneur ou quoi que ce soit, on créerait un fonds permanent qui serait administré par de vos employés, puis qui serait distribué selon certains projets que vous pourriez dire « Ah, ça va améliorer la qualité de vie de la communauté locale. » Puis par la suite, ce serait d'améliorer les droits des travailleurs. Donc, présentement, il y a un gros mouvement syndical dans le pays. Nous, on vous encourage fortement de les aider dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Ça peut améliorer votre lien de confiance, mais également, ça vous assure d'avoir une belle image du public. Donc, Donc, le plan nous en œuvre pour la gestion prioritaire des problématiques environnementales. Tout d'abord, ce serait de créer une carte de décontamination. Comme on vous avait expliqué plus tôt, ce serait un processus qui serait de 0 à 1 an. Donc, ce serait de faire une étude pour cibler les zones qui sont les plus contaminées. Donc, vraiment, de faire l'étude avec des professionnels. Puis, ce serait de créer la carte, évidemment, en fonction de ces zones-là. Par la suite, ce serait une carte également pour les cours d'eau aussi, qui permettrait de cibler les zones où les gens ne pourraient pas aller, évidemment. Par la suite, ce serait de créer des nouveaux espaces publics sains. On se servirait de la carte préalablement établie pour pouvoir cibler des endroits qui sont vraiment plus à l'abri de la contamination, sur lesquels on pourrait faire des infrastructures publiques, donc des parcs par exemple. Donc, ça serait vraiment la création de ces infrastructures-là. Puis, ça aurait été aussi établi selon les besoins de la population qu'on aurait préalablement recueillis.
Ensuite, ce serait la fondation d'une clinique médicale spécialisée en contamination. Donc, on veut s'assurer que votre population est en santé, que le plomb, les gens sont de moins en moins affectés, que nos efforts sont concrets puis qu'ils fonctionnent. Donc, ce serait de faire un partenariat avec les écoles de formation, donc encore là pour former nos infirmières. Puis, ce serait de faire un partenariat avec le DIGESA. C'est l'organisme de santé qui travaille présentement dans ce même domaine-là, avec lequel vous pourriez vous associer afin d'être plus efficace. Puis, ce serait la construction des infrastructures, parce qu'évidemment, la clinique aurait besoin d'un endroit pour être viable, la subvention du matériel et également une tactique de communication pour apporter les gens à venir nous voir puis à les aider. Puis, si je peux ajouter, la carte de décontamination, en gros, c'est parce qu'il y a une problématique, les terres sont contaminées, la plupart des terres. Puis ce qu'on a vu avec cette problématique-là, c'est que la population ne peut pas s'autosuffire, faire des fermes, cultiver le sol, même les enfants sont malades juste à jouer dans la terre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une carte de décontamination. On peut aller tout simplement aller faire des tests au niveau du sol, voir quel terrain est contaminé, quel n'est pas contaminé, puis à quel niveau la contamination est. C'est facile de faire un code de couleur. On y va par vert, qu'est-ce qui n'est pas contaminé, jaune, qu'est-ce qui est pas trop contaminé, ça coûtera pas trop cher, ça peut se faire dans un court moyen terme, on va aller décontaminer. Puis tu as le rouge, qu'est-ce qui est contaminé, il faudrait bannir l'accès, surtout aux enfants, d'aller jouer dans ces coins-là. Donc, dans les cartes, plutôt les couleurs vertes, dans le fond, on pourrait tout de suite aller financer des fermes, faire en sorte que la communauté s'installe là, puis qu'il y ait un roulement économique comme ça. Ou puis même, c'est pour ça qu'on arrive avec la création de nouveaux espaces publics. C'est au lieu de laisser les enfants aller vers les zones rouges ou jaunes, on les enligne tout de suite vers les zones vertes où est-ce que là, ils peuvent aller jouer seulement sans qu'il y ait une problématique au niveau santé publique. Ensuite de ça, juste pour ce qui est de la gestion prioritaire des problématiques environnementales, donc ce serait vraiment de faire le traitement prioritaire du plomb, comme on l'a identifié, c'est le plus grand danger pour les populations. Aux États-Unis, quand ils ont banni le plomb dans les jouets, les choses comme ça, on a vu vraiment une diminution des maladies psychologiques. Donc, ça, encore là, ça peut diminuer la criminalité dans vos communautés, ça peut améliorer la qualité de vie dans celle-ci. Donc, pour ce faire, on suggère un entrepôt hermétique pour le plomb. Donc, vraiment, de sortir le plomb de vos résidus afin de les isoler le plus possible, surtout ceux qui sont le plus à moins d'être volatiles, donc ceux qui sont le plus sur le dessus. Ça serait une usine qui serait équipée de filtration d'air, donc vraiment pour cette problématique-là. Par la suite, ce serait la création d'un plan d'exploitation en fonction des vents, qui serait sur une période de 0 à 1 an. Évidemment, le traitement prioritaire du plomb, c'est permanent, donc sur toute la durée du projet. Par la suite, ce serait de construction d'une station de qualité de l'air, comme on l'a dit. Donc, c'est vraiment juste l'infrastructure. Ensuite, c'est d'établir le bilan de vos actions, qui est sur une période de 6 mois. C'est vraiment pour valider où vous êtes rendu, qu'est-ce que vous avez fait, puis les résultats de ceux-ci. Puis, finalement, ce serait la formation des équipes de terrain pour effectuer des tests environnementaux. Ce serait sur une période de 3 à 5 ans. Puis, ce serait de faire encore une fois un partenariat avec les écoles de formation. Donc, on aurait des testeurs qui seraient formés dans cette école-là. Ce serait la construction des infrastructures, subvention de matériel, ainsi que les techniques de communication pour s'assurer de bien faire. Donc, maintenant, pour ce qui est du budget. Le budget qu'on a identifié, à des coûts d'environ 10% de vos revenus, de 566 millions. On l'a fait un peu à la baisse, donc on est allé avec un chiffre rond de 50 millions pour les deux stratégies. En fait, la première stratégie est évaluée à 2 millions de dollars, donc pour ce qui est de l'implication de la population locale, de la distribution de l'économie par l'éducation. C'est cette partie-là qu'on évalue qui va avoir le plus de coûts, étant donné qu'on va revitaliser les infrastructures, le matériel et tout. Puis, notre fonds, on l'évalue à 1 million de dollars. Puis, encore là, améliorer les droits des travailleurs, vous pouvez subventionner les syndicats également. Par la suite, pour ce qui est de la gestion prioritaire des problématiques environnementales, donc on a la création de la carte de contamination, on va avoir besoin des experts pour ceci. Pour les espaces sains, on a besoin d'infrastructures, c'est ça qui coûte très cher. La clinique médicale, encore là, on a besoin du matériel, on a besoin des infrastructures. Puis pour la formation des équipes de terrain, bien, il faut évidemment les former, leur fournir le matériel nécessaire. Puis le plomb, ça va nécessiter l'usine filtration d'air, l'entrepôt à filtration d'air dont je vous ai parlé précédemment. Puis la création d'un plan d'exploitation en fonction des vents. Ça, c'est vraiment
juste un expert adapté dans ce domaine. Puis la création d'une station de qualité d'air qui est encore une infrastructure pour un total de 48 millions de dollars. Et finalement, dans le fond, on a élaboré certains critères de performance qui vont être, pour identifier un peu si le plan de mise en œuvre, si la stratégie a été efficace. Les critères, ça va être le nombre de plaintes reçues. Donc, si on voit une diminution du nombre de plaintes reçues avec les années, on va comprendre que ça va être une meilleure satisfaction des acteurs au sein de la communauté, donc qui ont une plus grande confiance envers votre entreprise. Par la suite, l'état de santé, évidemment, si l'état de santé de la population s'améliore, donc s'il y a moins de personnes qui sont contaminées, puis si la contamination des personnes diminue, donc on va voir, c'est un signe que le plan de mise en œuvre a marché. Par la suite, même chose avec le niveau de contamination de l'air. Donc, si la contamination diminue, encore là, le plan va avoir marché. Et finalement, on a aussi le niveau d'éducation. Donc, comme on a dit, il y a une grande partie du plan de mise en œuvre vise à former la population. Donc, si on voit que le niveau de connaissance et le capital de connaissance de la population augmente avec les années, on pourra en noter que le plan de mise en œuvre va fonctionner efficacement et finalement, le nombre d'emplois créés dans la population. Donc, comme on veut que la population soit viable économiquement et on veut développer un peu la population, donc ça va être bien important, en fait, de la subventionner, vraiment de créer des emplois au sein de la communauté. Le succès d'une stratégie en développement durable, c'est l'implication de tous les acteurs, plus précisément la mobilisation des gestionnaires de haut niveau. Ainsi, nous espérons avoir su vous convaincre de faire ce virement à nos côtés. Nous sommes Triple Solutions et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci. Vous nous avez présenté 11 enjeux. Quel est l'enjeu principal? C'est vraiment la population. Donc, l'éducation des populations, le système qui va permettre d'avoir votre main-d'œuvre puis d'avoir la confiance des gens. Parce que plus les gens ils sont éduqués, plus ils sont valorisés, plus ils sont contents, et plus ils se sentent moins abandonnés. Ça va être vraiment concret, puisque les gens tout autour vont pouvoir avoir des meilleurs emplois, avoir des meilleurs salaires, et également avoir un futur à eux quand vous allez partir. Donc, il n'y aura pas ils vont avoir moins de crainte et d'incertitude. Je vais poser les questions difficiles. Donc, là, vous voulez faire cette carte de décontamination. Oui. Qui a contaminé? C'est les entreprises. Historiquement, cette terre a été utilisée par les entreprises minières. C'est vraiment historique. Donc, ça a été contaminé par des entreprises avant. Je sais que le gouvernement a déjà voulu mettre 50 millions. C'était 50 millions qui était censé avoir mis, que la population dit qu'il n'a pas reçu la totalité de l'argent. Donc, c'est sûr que nous, on a pensé que la majorité de l'investissement devrait provenir de l'entreprise, ne serait-ce que pour démontrer qu'il y a un changement de mentalité. Le gouvernement, les entreprises achètent des terres qu'ils utilisent eux-mêmes. C'est eux qui polluent. Ce n'est pas votre entreprise qui a pollué, vous n'étiez pas là d'avance. Mais le gouvernement, est-ce qu'il a l'argent pour aller décontaminer ou pas? Ça serait peut-être là la porte d'entrée pour démontrer que vous n'êtes pas comme les autres entreprises, que vous avez une image de marque centrée sur le développement durable, sur la communauté, mais surtout sur la santé et la sécurité publique. Parce que là, on voit qu'un des principaux enjeux, c'est l'environnement, ce que ça a causé à la population, puis c'est tout ça qui a fait en sorte que l'image est plus bonne. Oui, 70% de la population a de l'argent provenant de l'industrie minière, mais 90% de la population serait prêt à changer de ville si ailleurs on leur offrait un emploi stable. Fait que vous avez, c'est votre chance en fait d'aller chercher la population, de démontrer, écoutez, nous on est là pour vous, on veut que vos enfants soient en santé. Puis c'est pas des si gros coûts vu le budget, vu plutôt le profit que vous faites avec ce projet-là. Parce que tu as une partie de la réponse qui est bonne, parce que le problème est au-delà. C'est qu'il y a eu de la contamination par les opérations. Oui. Mais les gens là-bas, là, c'était une masse de plomb, zinc, argent énorme. C'est la première mine du Pérou. Ça a été longtemps le plus gros gisement polymétallique du Pérou, un des plus gros gisements au monde. Mais il n'y a pas juste l'opération minière. Il y a du plomb partout. Partout, partout, il y en a. Puis pourquoi qu'ils ont... La mine, le pit, il continuera à être exploité. Il y a du plomb, il y a de l'argent, il y a du métal partout.
Comprends-tu? Le problème est au-delà. Si tu les déplaces, il faut vraiment que tu les déplaces, là, même en faisant ta carte, ils sont déjà faites, ces cartes-là, il y en a beaucoup qui sont faites, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est une question qui était difficile, là, tu ne pouvais pas répondre. C'était vraiment... C'est un accident géologique naturel. Mais ta portion, c'est vraiment la contamination par les anciennes opérations, mais le problème est au-delà. Donc, une autre portion de... Tu parlais, tu dis, vous allez faire... Il faudrait sortir le plomb à part. Oui. Mais c'est notre opération. On veut ressortir le plomb de là. Le plomb, il y a une valeur dans notre équation. Le zinc a sa valeur, puis l'argent a sa valeur. Si tu enlèves le plomb avant, ben, on ne part pas la mine. On manque cette portion de plomb qui a une valeur économique à... Bon, en tout cas, tu le vends, mais tu le laisses pas dans un entrepôt. Oui, on ne peut pas le sortir avant. Ça fait partie de... On parlait plus ici d'une priorisation des opérations. Essayer de prioriser les plus grandes quantités de plomb plutôt que de zinc. Évidemment, on est au courant des fluctuations économiques qui fait que peut-être le zinc peut être plus profitable. Ce serait vraiment dans le meilleur des cas d'exploiter le plomb en premier, étant donné qu'il y en a beaucoup. Je sais que c'est plus compliqué, comme vous l'avez expliqué, c'est partout, mais si au moins il y en a un peu moins, ça va être chaque pas à la fois. Okay. Puis si je peux ajouter, dans le problème, on a vu que la membrane géotextile qui recouvre se détériore au gré des saisons, au gré du froid, de l'eau et tout ça. Puis on s'est dit que en laissant la membrane géotextile, surtout qu'on essaye de sortir le plomb, le meilleur des mondes, ça serait on met la membrane géotextile, on met de la terre et tout ça pour le protéger. Mais on veut ressortir ce plomb-là. Fait qu'on a pensé, on le ressort le plus vite possible, qui est à le mettre dans un entrepôt qui va être fermé, isolé, mais avec une aération qui va filtrer. Comme ça, il n'y aura pas de contamination dans l'air. Puis aussi, c'est le fait que on avait parlé du système de vent. C'est dans le sens qu'on sait qu'il y a 1,5 km à parcourir en camion et tout ça. Puis les manipulations, c'est que si le vent s'y lève, ça peut faire en sorte que ça se volatile dans l'air. Donc, si on peut choisir nos périodes, là, comme, OK, le vent, il est bas, let's go, on se concentre sur le plomb, on fait la production du plomb, on va quitte à ce qu'on en fait trop, on va le stocker justement dans notre place aérée. Fait que c'était ça, là, un peu. La période de questions est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.